Vous relevez les exigences des acteurs sur le territoire, qu'est-ce qui en ressort? On avait, avant la loi Appert, on avait un mixte entre des chartes, des doctrines, des positions, des publications, des avis officieux, officiels, entre chambres d'agriculture, DDT, parfois même conseil départemental, on avait un grand nombre d'opinions. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, très concrètement, c'est que la plupart des DDT se sont calés sur la loi Appert, en tant qu'organisme représentant le préfet, elles sont là pour faire appliquer la loi, même si elles travaillent toujours en collaboration avec les chambres d'agriculture sur les cadres des doctrines spécifiques. Et les chambres d'agriculture qui sont voilà, un établissement consulaire qui ont toute compétence en matière agricole, qui elles sont, il faut le rappeler, des établissements avec une dimension évidemment technique, agronomique, elles sont là aussi pour surveiller ce qui se fait, pour valider. Vous disiez tout à l'heure, les technologies éprouvées sont très attendues par les développeurs. Sur un plan légal, c'est vrai, mais les technologies éprouvées, aujourd'hui, sont aussi et d'abord, je pense, attendues par les agriculteurs. Parce que c'est aussi une façon de dire, quand on fait comme ça, tel panneau sur telle culture, ça marche. Donc ceux qui en ont plus besoin de le savoir aujourd'hui avant de mettre les panneaux, c'est les agriculteurs. Pour en revenir à ça, les positions se développent, elles s'approfondissent. Ne nous y trompons pas, la plupart des chambres d'agriculture aujourd'hui en France sont mieux disantes, vont plus loin que les décrets Appert, pas dans une optique uniquement de surtransposition ou de surréglementation, qui est chère à nos cœurs de pensée, mais aussi parce que les décrets Appert, ils donnent un cadre, mais il faut adapter ce cadre aux contextes territoriaux, au contexte climatique et aux dynamiques agricoles locales. Oui, vous vous dites les textes de loi c'est une chose, mais la cohérence du projet porté est essentielle, c'en est une autre. Quand vous développez un projet ovin, ce qui nous arrive régulièrement, encore aujourd'hui, c'est des projets qui ont vraiment le... On est sorti un petit peu de cette légende urbaine du projet Alibi. Aujourd'hui, des projets ovins qu'on a sont des projets crédibles, qui sont portés par des projets qui ont déjà des cheptels, ou qui ont des projets d'installation qui sont suivis par les chambres d'agriculture. Les premières questions qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'infrastructure sur le territoire est présente pour soigner les ovins, pour abattre les ovins, pour vendre les ovins? Est-ce qu'il y a une filière qui permettra d'écouler la production? Est-ce qu'il y a l'amont, donc tous les produits vétérinaires qui vont être nécessaires, toute la sélection génétique? C'est tous ces sujets-là. Il faut que le projet agricole soit cohérent au regard du territoire. C'est vrai sur le plan agronomique, c'est vrai sur le plan de l'infrastructure, et pour le meilleur comme pour le pire, c'est aussi vrai sur le plan politique. Vous avez des chambres d'agriculture aujourd'hui qui veulent des projets qui ne font pas plus de 5 MW. Voilà. Vous en avez qui ne définissent pas forcément de limite de taille en termes de puissance ou de surface, mais qui par contre exigent des projets qui soient très adaptables, avec systématiquement des panneaux trackers qui soient situés très en hauteur pour que l'éleveur qui fasse des vaches demain puisse être remplacé par un céréalier après-demain. Donc voilà, vous avez vraiment des exigences qui sont très particulières. Il faut absolument que le projet soit en cohérence avec ça. Sinon, il n'est pas pérenne, c'est ça que vous voulez dire? Sinon, rendez-vous en CDPNAF et habilitatif. Non, vous avez, il faut bien différencier deux choses très importantes, très rapidement. Vous avez des projets agricoles qui sont extrêmement fiables, extrêmement crédibles, pérennes sur le long terme et économiquement viables, mais qui ne rentreront pas tout à fait dans le cadre de la loi Appert. Parce qu'à l'occasion de la restructuration d'une exploitation, d'un changement de direction, d'un changement de cadre, on parlait tout à l'heure, conventionnel, bio, etc. Il y a tout un tas de sujets qui font qu'on peut sortir, mettre un pied en dehors du cadre de la loi Appert. Et à l'inverse, vous avez des projets qui rentrent parfaitement dans le cadre de la loi, mais qui ne répondent pas pleinement aux exigences locales de la Chambre, ou ça peut être aussi de la Comcom ou de la coopérative. Vous pouvez illustrer, c'est possible? Bien sûr. Je pense à un projet qu'on a eu la chance de traiter il n'y a pas longtemps dans le 64, où on avait un éleveur qui restructurait complètement son exploitation et qui diminuait fortement le nombre de bovins. Parce qu'il passait alors, justement, c'était ça le problème. Il restait sur la même SARL, il y avait un associé qui partait, il restait sur la même SARL, et il diminuait grandement le nombre de bovins. Parce qu'en fait, comme un associé partait, il restait seul. Et comme il n'y avait pas changement de structure juridique à l'origine ou quoi, le problème qu'on a eu, c'est qu'il y avait mathématiquement une diminution du revenu, puisqu'il y avait diminution du nombre de bovins. Donc c'est en changeant de structure juridique qu'on a pu se référer à une moyenne départementale plutôt que de regarder l'historique de l'exploitation,
Et c'est grâce à ça, sur conseil, d'ailleurs en concertation complète avec la DDT du 64, la DDTM, que le projet a mis un pied dans la loi APER. Et ce qu'il faut retenir de ça, et des exemples pour 2-3 comme ça, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on a un projet qui est super solide, super crédible, mais qui ne rentre pas tout à fait dans le cadre de la loi, on peut trouver des solutions techniques, des aménagements techniques, et on peut discuter avec les acteurs locaux et les parties prenantes. En revanche, quand on a un projet qui n'est pas viable sur le plan économique, ou alors qui n'est pas vraiment justifié, que ce soit au niveau de la synergie, que ce soit au niveau de la pérennité dans le temps de l'exploitation agricole, là c'est beaucoup plus dur, même en rentrant dans le cadre de la loi, c'est beaucoup plus dur. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on entende à présent Hermine Durand, et merci d'être là. Hermine, je rappelle que votre titre exact est sous-directrice du système électrique et des énergies renouvelables au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'énergie. Question toute simple, maintenant je l'ai dit, on a une loi, un décret, un arrêté. Quelles sont les prochaines étapes du point de vue du ministère? Bonjour à tous et toutes, et merci beaucoup à Enerplan pour son invitation à cet événement très intéressant. Donc effectivement, au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat, nous avons été fortement impliqués au moment de l'élaboration de la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et puis nous avons dû écrire le décret et l'arrêté, et nous sommes actuellement en train de finaliser une instruction technique qui sera rendue publique dans les prochaines semaines. Voilà, je pense qu'on l'aura sous le sapin de Noël si tout va bien. Et en fait, cette instruction technique que nous sommes en train de rédiger à plusieurs administrations, il a été effectivement rappelé que c'est un sujet qui est multidisciplinaire, et donc effectivement nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues du ministère de l'Agriculture, mais également nos collègues du ministère de l'Écologie en charge de l'urbanisme et des paysages. Donc nous avons rédigé cette instruction technique qui sera rendue publique, qui répondra à toutes les questions, ou en tout cas une partie des questions qui continuent de se poser malgré le cadre, effectivement, le cadre, les montants, le truc qui accroche au plafond. Voilà, on a essayé de fixer tout le cadre juridique, mais il y a encore forcément des questions qui se posent. Donc ça, c'est vraiment notre plus grand chantier actuellement au sein du ministère, et nous l'accompagnerons d'une foire aux questions. Voilà, donc après le décret et l'arrêté, l'instruction, la foire aux questions, on espère que l'ensemble des acteurs seront suffisamment outillés de cette façon, et évidemment ce cadre sera aussi incrémental au fur et à mesure du retour d'expérience qui sera partagé par vous tous. Donc voilà, nous y travaillons pour la partie juridique et donc l'instruction des projets. J'en profite pour remercier pour l'explication extrêmement claire du cadre que nous avons rédigé au sein du ministère. Voilà, c'était parfaitement fidèle à ce que nous avons souhaité en tout cas mettre en place avec toujours cette primauté de l'activité agricole, mais les bénéfices via l'activité énergétique. Concernant le volet soutien public, je crois qu'il a été mentionné, les projets agrivoltaïques sont encore des projets avec de gros coûts d'investissement, et donc des projets qui restent coûteux, qui nécessiteront dans les prochaines années un soutien public. Donc au sein de la DGEC, nous travaillons aussi sur l'adaptation du cadre de soutien à ces projets, que ce soit les grands projets ou les plus petits projets. Donc nous allons prochainement lancer une réflexion pour voir comment faire rentrer l'agrivoltaïsme à la fois dans nos appels d'offres pour les plus grands projets et dans les arrêtés tarifaires pour les petits projets. Cela fait le lien aussi avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, que vous connaissez peut-être, qui est notre feuille de route énergétique. La consultation publique sur la PPE est en train de se terminer. Si vous avez vu le chapitre photovoltaïque, nous avions dans ce chapitre indiqué une proposition de fourchette de répartition de l'objectif, un objectif très ambitieux, 75 à 100 gigawatts d'ici 2035, et avec une déclinaison qui va devoir se faire entre les projets sur bâtiment, les projets au sol, les projets agrivoltaïques qui peuvent être hauts ou bas. Et donc nous allons aussi dans les prochaines semaines continuer de travailler pour affiner ces objectifs dans la PPE, donc en lien avec la filière, et voir de quelle façon nous pourrons soutenir l'agrivoltaïsme. Voilà. Et donc avant Noël, d'ici 15 jours, malgré le flou politique actuel. Alors, il a été dit, j'ai entendu une petite pique tout à l'heure sur le fait qu'on ne savait pas si les décrets étaient lancés, étaient avortés, oui, alors il y a les projets de loi, mais il y a aussi les projets de texte, et notamment, alors sur le partage de la valeur, il se trouve qu'on a aussi un décret qui est en rédaction, mais plutôt sur le volet partage territorial de la valeur et non le partage contractuel.
Donc c'est vrai que bon, sur les propositions de loi, on a peut-être un peu moins la main, mais par contre sur les décrets, on continue de les faire avancer malgré tout. Voilà, donc la PPE, non, je ne m'engagerai pas sur la PPE sous le sapin de Noël. En tout cas, l'instruction, oui, mais la PPE, il nous reste quelques semaines ou mois de travail avant qu'elle puisse être publiée par décret, évidemment. Mais l'administration continue d'y travailler. Ah, je pensais que vous preniez le micro. Maître Ferjou, bon, on le sait, on est encore loin d'une harmonisation au sein de l'Hexagone, mais est-ce qu'on peut rêver d'une harmonisation d'un texte européen sur l'agrivoltaïsme? Ah, c'est poser la question peut-être à l'État s'ils sont investigateurs. Je ne sais pas si c'est vraiment un débat européen par rapport à. J'avoue, peut-être qu'Enerplan en sait plus que moi directement. Mais par contre, pour